Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Cheikh Gueye. Cheikh Gueye est chargé de prospective, stratégie à Enda Chermont. Monsieur Gueye, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, la polémique fait rage au Sénégal sur le mandat du président Macky Sall. Le président Sall a fait une déclaration pour dire aux Sénégalais qu'il ne pouvait plus tenir sa promesse de réduire son mandat de 7 à 5 ans parce que la Constitution le lui refuse. Selon lui, il a dit que c'est le Conseil constitutionnel qui dit qu'il ne peut pas réduire son mandat. Beaucoup de gens estiment que le président Macky Sall a renié sa parole, d'autres disent qu'il est resté légaliste. Qu'est-ce que vous comprenez ou comment analysez-vous cette polémique? Je pense que c'est une polémique qui est normale dans un pays où la politique politicienne est reine et joue un rôle prégnant sur tous les processus et sur tous les enjeux. Donc il est normal qu'il y ait beaucoup de bruit autour du mandat, de son renouvellement, de la date des élections, donc de tout ce dispositif électoral qui intéresse surtout les acteurs de la politique politicienne au Sénégal. Je suis partagé entre les arguments des uns et des autres, moi-même, puisqu'il y a d'un côté des intégristes de la légalité, donc qui veulent que le président de la République respecte la Constitution et le Conseil constitutionnel et ses décisions ou avis, quel qu'il soit, et un autre camp tout aussi radical qui veut que la parole du président de la République soit respectée, que ce soit la parole du candidat ou la parole même du président de la République répétée plusieurs fois. Entre les deux, je pense que toutes les rationalités peuvent se comprendre. Mais moi, je pense que le plus important, c'est ce qui va se passer pour l'avenir du Sénégal. Qu'est-ce qui est l'intérêt supérieur du Sénégal? Et sous ce rapport-là, je n'ai pas l'impression que 2 ans de plus de Macky Sall ou 2 ans de moins, c'est-à-dire 24 mois, puissent être d'une importance capitale pour notre pays. Mais les détracteurs du président Macky Sall ont dit que la parole donnée est très importante. Certains ont convoqué des versets du Coran, d'autres même la charte demandée avec affaire Kouroufaga. Les autres ont parlé même de l'Akjor qui devait aller en guerre et qui est venu voir Cheikh Hamoudou Bamba pour lui dire qu'il doit aller en guerre, qu'il a donné sa parole, qu'il va le faire. Et aussi, il y a le traumatisme peut-être du Wahwaket du président Abdoulaye Wade. Est-ce que ça se comprend? Ça se comprend, mais c'est surprenant pour l'analyste que je suis, puisque on ne fait pas souvent cas de ces références historiques et culturelles qui nous appartiennent. Souvent, les références que nous avons sont des références occidentales, des références qui sont très éloignées de notre société. Donc, c'est heureux qu'en certains moments, que dans certains moments de tension, que ces références-là soient convoquées. Je pense que ça peut être important pour faire revenir le souvenir de ces personnes dont on parle, de ces chartes dont on parle, qui démontrent, quand on prend du recul, qu'effectivement, en dehors du paradigme colonial qui nous gouverne depuis 54 ans, il y a des éléments de gouvernance, des éléments de référence en matière d'éthique et de morale qui peuvent gouverner notre République, notre pays. Est-ce que vous comprenez le tenant de la légalité en disant que le président doit respecter l'avis ou la décision du Conseil constitutionnel? Il y a même un débat autour de cela. Certains parlent d'avis, d'autres parlent de décision. Mais en lisant la presse et le contenu de facsimilé de la décision, le Conseil voit même une décision. Certains qui doivent être liés, d'autres qui ne peuvent pas être liés, qui auraient pu passer outre cette décision ou cet avis. Moi, je pense que ce n'est pas très important de considérer que c'est un avis, c'est une décision.
qu'il faut le respecter ou ne pas le respecter. Je pense que le fait que ça soit une décision ou un avis et que ça soit respecté par le président de la République, ça a une rationalité. Le fait que des gens puissent dire que, en fait, tout ça, toutes ces décisions pouvaient être surmontées par le président de la République s'il, par exemple, il démissionne à la fin de sa 5e année de mandat, le problème serait réglé. On n'aurait pas besoin aujourd'hui de faire un référendum juste pour avaliser cette question du mandat qui domine le débat. Alors que pour moi, ce n'est pas le débat le plus fondamental. Et je voudrais faire remarquer que pour moi, quand j'observe ce qui est dit dans cette réforme, ce qui est suggéré par la Commission nationale de réforme des institutions, nous sommes encore à l'échelle d'une réformette. Et pourtant, le travail de la Commission nationale de réforme des institutions avait une base plus large, puisqu'ils ont mis 1 an à consulter tous les acteurs politiques de ce pays. Et cette réforme MET dont je parle, elle n'a aucune base sociale. Avec qui on l'a discuté? Quels acteurs politiques, même ceux qui sont les plus distants du chef de l'État, a été convoqué pour en discuter? Donc ce sont déjà des germes, évidemment, de ce conflit, de cette dispute, parce que rien n'a été discuté. Donc, moi je pense qu'il faut faire la différence entre la réformette, la réforme qui est proposée par la Commission nationale de réforme des institutions, que moi-même je considère comme insuffisante, puisque ce que je souhaite personnellement, c'est moins une réforme qu'une refondation de nos institutions. Nos institutions sont encore trop éloignées du Sénégalais lambda, du Sénégalais qui n'est pas allé à l'école, qui est encore, ne l'oublions pas, la majorité. Les gens qui sont dans les marchés aujourd'hui, dans les ateliers de tailleurs, qu'est-ce que cette réforme leur fait? Ils n'y comprennent rien. Donc pour moi, c'est important que les réformes ou la refondation soit le leitmotiv, soit plus large, que toutes les réformes dialoguent entre elles. L'avantage que je vois dans ce lot de propositions de réforme, c'est qu'il y a à la fois des éléments de réforme institutionnelle, des éléments de réforme foncière, des éléments de réforme des territoires et d'autres éléments qui sont mis ensemble dans une même réforme. Mais ce qui se passe sur le terrain, au-delà du terrain institutionnel ou du terrain constitutionnel, ces différentes réformes ne sont pas articulées. Quel rapport a la Commission nationale de réforme des institutions avec la Commission de réforme sur le foncier? Aucun rapport. Quel est le rapport entre ce que fait cette commission et le programme Sénégal émergent? Aucun rapport. Donc, c'est plutôt sur la gouvernance qu'il faut s'interroger, non pas sur les textes. Puisque moi, je considère que dans notre gouvernance, dans ce qui est appelé notre démocratie, nous sommes dans un démocratisme électoral très fort, où il y a peu de démocrates, où il y a peu d'éthique, où il y a trop de jeux pour les intérêts partisans au détriment des intérêts supérieurs de la nation. Donc au fond, vous considérez que la classe politique sénégalaise se joue un peu des populations, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas le travail en profondeur qui intéresse réellement les populations, le problème qu'ils vivent au quotidien, et qui sont là pour faire des réformes, comme vous avez dit, pour gérer leur gouvernance ou bien des intérêts particuliers. Et pour reproduire, pour être réélu la prochaine fois. Pour moi, il faut que la classe politique sénégalaise, dans son ensemble, je mets tout le monde dans le même sac, que tout le monde se ressaisisse, qu'on comprenne que ils doivent descendre de leur piédestal, du plateau de l'université et des avions pour rencontrer le peuple sénégalais réel, pour l'écouter réellement, pour définir des politiques et des stratégies auxquelles ces Sénégalais-là se reconnaissent. Et que
pour moi, il y a des enjeux beaucoup plus forts que ce qui est discuté aujourd'hui. Les enjeux les plus forts, c'est aujourd'hui la récupération de notre souveraineté. Nous n'avons plus d'économie. On peut avoir 10% de taux de croissance. Tout le monde sait que ce taux de croissance est exporté. Ce sont des gens qui viennent gagner l'argent ici et qui le ramènent chez eux. Donc la plupart de notre industrie ne nous appartient pas. La plupart de nos services ne nous appartiennent pas. Donc c'est sur ces éléments-là qu'il faut se battre. Oui, parce que si on regarde bien la place financière au Sénégal aujourd'hui, la plupart des banques, c'est des banques avec des capitaux étrangers. Les industries, c'est des industries avec des capitaux étrangers. Donc l'argent que ces gens-là gagnent, ils réexportent dans notre propre pays. Mais les Sénégalais, on ne les voit pas dans la vraie industrie. Vous pensez que c'est là-bas que l'État du Sénégal, que le gouvernement, que l'opposition doit travailler pour que les Sénégalais tiennent véritablement leur économie entre leurs mains? Absolument, et qu'il y ait des ententes nationales là-dessus. Moi, je pense que toutes ces disputes ne favorisent pas la concorde nationale. Je pense que le fait déjà que le président de la République décide de mettre le référendum le 20 mars, un mois pour préparer un référendum, l'expliquer aux populations, certainement qu'on ne traduira pas le texte de réforme dans les langues nationales. On n'en parlera pas dans les radios pour que les gens comprennent les enjeux. Donc, on fait le référendum pour faire le référendum, mais on ne le fait pas pour le peuple, on ne le fait pas pour les populations. Et donc, il y a des consensus forts dans un pays qui veut se transformer, dans un contexte régional très risqué pour le pays, dans un contexte international où même les pays qui nous aident le plus sont en crise, ne connaissent plus d'enrichissement. Au contraire, ils s'appauvrissent. En ce moment-là, toute notre énergie doit être concentrée vers la définition de stratégie pour sortir de ces contextes-là, pour anticiper les crises qui sont actuellement annoncées par tous les gens qui réfléchissent sur la marche du monde. Sur ça, on devrait avoir une vraie réflexion. Mais il n'y a même plus d'espace dans ce pays pour réfléchir sur ce genre de questions. Tout est politique, politicienne. Et ça, c'est aussi un peu dommage, puisque nos universités ne permettent plus cela. C'était normalement une de leurs vocations fortes. Les think tanks qui se sont développés dans ce pays aussi ne sont pas beaucoup écoutés. Les chercheurs ne sont pas beaucoup écoutés. C'est dans ce pays qu'on voit, par exemple, qu'il n'y a aucune interaction entre le monde de la recherche et la présidence de la République, où sont définies les stratégies nationales d'aujourd'hui et de demain. Dans tous les grands pays, ce sont les grands stratèges qui sont dans les espaces, même privés, ou qui sont en dehors de l'État, sont aussi associés à la réflexion pour que le pays puisse aborder de manière responsable et de manière efficace des enjeux ou des défis qui arrivent. Est-ce que cela est dû au fait que ce sont les intellectuels qui sont mis à marge des décisions politiques, ou bien c'est l'État qui ne veut pas des intellectuels dans la réflexion? Je pense qu'il y a d'abord une prudence très importante des intellectuels par rapport à ce milieu, qu'ils considèrent souvent comme un milieu un peu risqué, où ils sont souvent happés, peut-être même corrompus. Et il y a aussi au niveau étatique, je pense, une certaine répulsion par rapport aux gens qui sont dans la réflexion, qui sont libres de penser. Et tant que ce hiatus-là existe, on aura un pays qui pilote à vue. On aura un pays qui se dispute, mais on n'aura pas un pays qui se construit. Moi, c'est ça mon opinion. Oui, mais dans ces réformes, au-delà du mandat qui a, semble-t-il, cristallisé toutes les querelles, il y a aussi d'autres choses qui sont proposées. La reconnaissance des droits des citoyens, à rester en justice, à avoir un environnement sain, toutes ces questions ne sont pas discutées. On a l'impression que ça n'intéresse pas les Sénégalais.
Mais ça n'intéresse pas ceux qui polémiquent. C'est dommage parce que justement dans le lot qui est proposé, il y a des avancées, il y a des choses intéressantes qui vont dans la bonne direction. Même si pour certaines, les gens peuvent être insatisfaits. Mais quand on permet aux citoyens de participer plus à la vie politique, à des élections, et apporter chacun leur identité, disons leur caractère, leur identité neuve dans ce milieu. Lorsqu'on permet, lorsqu'on met dans la Constitution des aspects liés à la décentralisation, on voit tous les problèmes que pose l'acte 3 de la décentralisation, qui, comme pour les autres réformes, n'a pas été vraiment discuté et partagé pour lui donner une base sociale la plus large possible. Moi, je pense que les gouvernants actuels avaient une bonne intuition. C'était que 50 et quelques années après notre indépendance, le pays avait besoin d'être transformé. Il fallait mener des réformes dans plusieurs secteurs à la fois. Donc, le fait de lancer une réforme sur les institutions, c'était très important. Le fait de lancer une réforme sur l'éducation, c'était très important. Elle est la clé de toutes les autres transformations. Le fait de lancer une réforme sur l'économie pour transformer notre économie, c'était important. Le fait d'avoir donc cette réforme aussi des territoires était important, puisque que ce soit l'éducation, que ce soit les institutions, que ce soit l'économie, tout ça se retrouve porté par les territoires. Et que tout ça soit, disons, englobé ou éteint par un débat politicien sur est-ce que tel va être candidat la prochaine fois ou pas, est-ce que tel qui n'est pas dans mon parti ne va pas, s'il fait trop de réalisations, être un prochain adversaire. Ces logiques politiciennes-là sont en train aujourd'hui de tuer l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce que ce n'est pas la faute aux gouvernants qui sont sur place, qui devaient avoir le bon feeling, comme on dit, l'intelligence de mettre en place ce dialogue, cette concertation avec tout le monde? Pour moi, l'intelligence première de la nation sénégalaise, c'est sa logique dialogique. C'est justement cette capacité de tout dialoguer. Nous avons la chance d'être dans un pays où le métissage est beaucoup plus important que dans beaucoup d'autres pays. Tout le monde est parent. Nous avons la chance d'être dans un pays où la parole, le dialogue est dans l'ADN du Sénégalais. La discussion est dans l'ADN du Sénégalais. Donc, la seule voie pour que tout le pays soit rassemblé et qu'il engage les défis si importants qui sont devant lui, la seule voie, c'est le dialogue. C'est de cesser les logiques politiciennes pures, c'est de transcender la volonté d'être réélu et tout ça, et d'être à la hauteur de l'histoire, à la hauteur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'ère des présidents ordinaires. Nous avions eu en Afrique, après les indépendances, des présidents qui avaient une certaine idée de l'Afrique, une certaine idée de leur pays. Et aujourd'hui, on a perdu ça, on a perdu le fil. Pourtant, les présidents actuels pouvaient, après avoir vécu 50 ans après les indépendances, avoir encore un peu plus de conscience que ces pères fondateurs de nos pays, et aussi être plus courageux pour saisir réellement l'intérêt de nos pays, l'intérêt de sa souveraineté sur ses ressources, l'intérêt d'avoir des stratégies qui peuvent contrer les stratégies de conquête de notre pays par d'autres. C'est ça les enjeux. Et aujourd'hui, il n'y a pas une pensée politique et une pensée économique sur ces questions qui est partagée par la plupart de la classe politique.
ça, c'est notre principal problème. Et j'ai peur que quelque chose de grave arrive, c'est-à-dire que la politique politicienne finisse par avoir un impact définitif sur notre capacité à transformer ce pays économiquement. Est-ce que ce n'est pas la conséquence du fait que nos chefs d'État sont frappés par une logique pouvoiriste tout le temps? Oui, réélire, dès qu'ils sont élus, ils pensent au second mandat. Oui. Il n'y a pas une vision à long terme pour laisser construire un État. C'est exactement ce que je dis. Déjà on a un défi pour faire comprendre ce qu'est l'État. Donc, je pense que l'énergie que les partisans, les courtisans mettent à convaincre le président de la République de prendre telles tactiques, telles stratégies, telles pratiques pour gagner tel public, tout ça, devait être investi dans les stratégies de développement. Nous avons tellement de défis. On a parlé de grands défis tout à l'heure, mais il y en a peut-être des plus proches. La santé, l'éducation. Moi, je veux m'arrêter par exemple sur les assises de l'éducation. On a mis 1 an et demi à demander aux gens quel type d'éducation vous pensez qu'il faut aujourd'hui pour non seulement répondre aux défis du moment, mais aussi aux défis de demain. Et tous les acteurs ont répondu et ont produit des résultats. J'ai l'impression qu'on ne prend pas la pleine mesure de l'importance de ce type de travail et de sa portée. Puisque tous ces processus n'ont aucun lien, par exemple, avec le programme Sénégal émergent qui mobilise aujourd'hui toutes les ressources du pays. Alors que tu ne peux pas émerger si tu n'as pas un système d'éducation qui permet aux gens d'évoluer, d'être transformés. Donc, pour moi, ce sont ces enjeux-là qu'il faut que nous, intellectuels, on continue à pointer. Qu'on ne soit pas les otages de la classe politique, des types de débats qu'elle a l'habitude d'aborder. Mais est-ce qu'au fond, on n'a pas rattrapé ce qu'avait dit Cheikh Anta Diop, que j'ai lu ces derniers temps, en disant qu'au Sénégal, si vous appelez les Sénégalais dans une logique de transparence, ils ne veulent pas. Ils veulent souvent être dans la tromperie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça fait effectivement partie de l'identité du Sénégalais, de toujours chercher les discours, voilà. Les voix de tourner. Moi, je pense que ça dépend. C'est quelque chose qu'on ne peut pas aussi généraliser. Absolument. Il y a des écrits là-dessus. Le professeur Malik Ndiaye, par exemple, a montré très largement, par la logique d'accaparement, l'éthique Tchèdo, qu'effectivement, dans beaucoup de zones et de catégories de la société sénégalaise, ces pratiques-là, on le voit dans la circulation, on le voit partout. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup, depuis 2 siècles, beaucoup aussi de semences, de valeurs, de vertus. Mais est-ce que vous sentez une volonté des autorités de combattre ces pratiques-là néfastes pour mettre en place de bonnes pratiques? Disons que à commencer par elles-mêmes, ces autorités. Malheureusement, je ne le constate pas. Je constate que notre classe politique manque d'exemplarité. Puisque ce qu'on veut pour un leader, c'est d'abord d'être exemplaire, d'incarner tout ce qu'on veut que la société devienne si on est un bon leader. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate. Mais dans la société sénégalaise, on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui continuent à encadrer des gens, qui prennent même des gens qui étaient peut-être dépravés, en rupture sociale, en rupture familiale, qui les encadrent. Ça continue à exister. Les vertus, les valeurs que nous avons continuent à être produites par des gens. Et malheureusement, ceux qui nous gouvernent sont les moins habités par cette vertu. Et donc, sont peu soucieux que ces vertus-là soient promues dans la société. L'école doit être très importante sous ce rapport-là aussi. Puisque le Sénégalais de demain, il doit être un Sénégalais
beaucoup plus discipliné qu'aujourd'hui. L'autorité de l'État, on n'en parle pas souvent. Le Sénégal est un pays où on peut faire n'importe quoi sans être puni, sans être sanctionné. Donc ceci explique cela aussi. Si les Sénégalais sont comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas, il y a toutes les règles du monde, mais il n'y a pas de sanctions. Et ça, un pays aussi ne peut pas marcher comme cela. Cheikh Gueye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Je rappelle que vous êtes chargé de prospective, de stratégie à ENDA, que nous parlions de ce débat au Sénégal sur la réduction des mandats de 7 à 5 ans et toute cette polémique qui tourne autour. Pourquoi les autres points de cette réforme n'ont pas été abordés par les Sénégalais? Pourquoi les Sénégalais s'intéressent qu'au mandat, ne s'intéressent pas à d'autres choses qui sont importantes aussi dans cette réforme, même si pour vous, c'est une réforme qu'on aurait pu aller mettre en place comme une refondation de l'État du Sénégal. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous. Merci. Au revoir.